Bonsoir, mesdames et messieurs, quelques minutes d'attention. Merci à toutes et à tous pour être dans ce lancement, puisqu'il s'agit d'un lancement ce soir. Il s'agit du lancement donc du livre, du lancement du prix du livre de la Tribune. Finalement, la Tribune aura presque 40 ans en 2025. Il aura fallu, grâce à toi, cher Denis, attendre 38 ans pour lancer cette belle idée. Tout d'abord, je tenais bien entendu à vous remercier de votre fidélité pour notre journal, la fidélité aussi, je le sais, pour Denis, cette initiative. Et j'associe bien sûr notre directrice générale, Tatiana de Franqueville, d'être ici, qui a porté aussi cette initiative. Moi, dans ma chambre d'enfant, j'ai eu deux bouleversements dans ma vie. On dit que quelquefois, un bon livre est un attentat. Alors moi, j'allais dire que finalement, dans ma vie d'enfant, j'ai eu deux attentats qui se sont produits dans ma chambre. Le premier, c'est face à la télévision. Et quand je regardais les émissions de Jean-Marie Cavada, La Marche du siècle, c'est ce qui m'a donné envie de devenir patron de presse et journaliste. Et je te remercie, cher Jean-Marie, d'être ici présent ce soir. Le deuxième attentat, c'est le livre. C'est quand j'ai lu le livre de Joseph Kessel, Le Lion. Ça m'a donné cette envie à la fois parce que Joseph Kessel était un grand aventurier, un journaliste, un reporter. Et je pense que c'est le livre justement qui m'a donné cette liberté, cette soif de liberté, du grand reportage. Pour celles et ceux qui connaissent aujourd'hui les projets de développement de la Tribune, beaucoup disent « mais on ne comprend pas pourquoi Jean-Christophe veut autant investir le continent africain ». Il y a un responsable pour ça, c'est Joseph Kessel. Et donc, je pense que chacune et chacun d'entre vous ici a eu cet attentat dans sa chambre, car le livre, c'est un outil de liberté. C'est comme ça, en tous les cas, pour ma part, que je définis ce bien aussi précieux. Et donc, quand Denis nous a partagé cette envie, cette initiative, bien entendu, avec Tatiana et toute l'équipe de la Tribune, on lui a dit oui. Puis en général, c'est très difficile de dire non à Denis. Ça, pour ceux qui le connaissent, c'est un fidèle ami. Mais c'est important, en tous les cas, que dans un journal comme le nôtre, il y ait aussi cette volonté intrapreneuriale. Pour nous, on est assez attachés à ce que finalement, les bonnes idées, on puisse les mettre rapidement en œuvre, avec justement ce souci de soutenir la liberté. C'est ce qui nous motive avec le soutien et ce prix du livre La Tribune, car il n'existe pas d'autres prix équivalents portés par un média économique. La deuxième chose, c'est que nous, on croit depuis très longtemps que l'économie est au cœur de la société. Et ce n'est pas à côté de la société. Si on veut repenser, transformer la société, je crois que Denis a trouvé une belle baseline qui est écrire l'économie pour repenser la société. Et je salue peut-être le futur président du MEDEF que j'ai vu ici, mais il aura une lourde tâche, cher Patrick Martin, que l'économie, c'est peut-être pas l'économie des années 80, des années 90, des 2000, et c'est vrai que les entrepreneurs, il y en a beaucoup ce soir, et je salue également Alexandre Viros ici. Je pense qu'on a aujourd'hui une maturité du monde entrepreneurial, il y a encore du travail à faire, en tout cas pour bien montrer qu'aujourd'hui, c'est deux choses qu'on ne peut pas dissocier. Je crois que l'économie, c'est plus les résultats trimestriels, c'est peut-être ce qu'était la Tribune quotidien de l'économie de la finance, mais on a beaucoup pivoté. Ensuite, cette question du livre, nous, on y est attachés depuis quand même quelques années. Et ce projet, en tous les cas, porté par Denis, il arrive au bon moment. D'abord, on a été le premier quotidien français, il y a un peu plus de 10 ans, en 2012, à arrêter les rotatives et à faire le choix du quotidien digital. Certains s'étaient émus en disant « mais ils sont fous, ils vont tuer le journal ». Alors que, bien entendu, dans un contexte difficile en 2012, notre volonté, c'est de retrouver un projet éditorial et un projet industriel qui soit justement un projet de croissance durable. Et pour nous, c'était finalement une logique. Alors aujourd'hui, ça peut paraître un choix très cohérent de faire un quotidien digital, mais en 2012, on n'avait pas non plus que des soutiens dans ce projet-là, mais on pensait que l'actualité, ça avait sa place dans le digital, l'actualité chaude, mais qu'à côté de ça, le papier devait incarner le temps long, le temps de la réflexion. Et c'est pour cette raison que nous avons lancé il y a bientôt 3 ans la revue T, qui vous sera offerte à l'issue de cette soirée.
une revue dirigée par Valérie Abrial. C'est la revue qui raconte les transformations de la société. Et donc on a souhaité au sein de notre journal à la fois avoir cette offre digitale sur l'actualité chaude, mais aussi sur le temps long, le temps de la réflexion avec l'existence de la revue T, à laquelle bien entendu, Denis, tu contribues. Et on voit bien aujourd'hui la nécessité pour des journaux comme les nôtres de se réinventer pour être beaucoup plus en adéquation avec les usages et que la Tribune continue à vouloir être cette revue justement qui incarne les enjeux des territoires et des transformations. Je disais tout à l'heure, et je remercie Cynthia Fleury d'être là, nous on aime bien les auteurs. Dès demain, parce que tu y avais participé il y a quelques années, il faut savoir que la Tribune a initié un projet complètement fou et original. Tu es venu aussi, Denis. Chaque année, on a créé une université d'été des territoires. On choisit d'investir un village. Demain, c'est Cordes-sur-Ciel, un des grands sites de l'Occitanie, et avec la présidente de Région de France, Carole Delga, et 10 auteurs que nous amenons à Cordes-sur-Ciel, sur la place du village, pendant 2 jours. On va justement écrire l'économie et repenser la société. Il y aura bien entendu des auteurs connus que vous connaissez comme Jean Viard, comme Jérôme Batou qui a écrit La Revanche de la province, Nicolas Bouzou, Flora Gebali. Voilà, il y aura une dizaine d'auteurs justement pour aussi qu'un journal économique, ça paraît bizarre quand on a mené cette initiative. Toi, Cynthia, tu étais venue dans le magnifique village de Saint-Bertrand-de-Comminges, un village qui est cher à la région Occitanie et à sa présidente Carole Delga. Voilà des exemples qui vous montrent qu'un journal, pour qu'on ait un journal vivant, doit s'adapter à nos lecteurs et qu'on voit bien qu'on n'a pas besoin d'opposer. Des fois, on veut opposer papier digital. Moi, je pense que le digital, il est là pour assurer l'actualité. Le papier, il est là pour remplir ce rôle de la réflexion, du temps long. Et je vais vous dire, on est tellement dans une société de buzz où je pense que nous, c'est notre responsabilité en tant que médias de pouvoir aussi offrir et produire le temps long. Car contribuer justement à soutenir les auteurs, contribuer à soutenir la revue T, contribuer à soutenir justement les maisons d'édition, pour moi, c'est participer à défendre notre démocratie. Car si aujourd'hui le débat dans lequel nous sommes se limite uniquement à du buzz et à du temps court, je suis très inquiet justement pour le temps long et pour notre pays. Donc merci cher Denis, merci en tous les cas à celles et ceux qui sont venus aujourd'hui, merci à Catherine Farin qui a beaucoup porté avec ce projet-là avec Tatiana, merci en tous les cas à celles et ceux qui contribueront à écrire l'avenir de ce prix du livre La Tribune. Merci à vous tous. Merci infiniment, mon cher Jean-Christophe. Je n'ai pas son talent pour parler, donc moi je suis obligé d'avoir des notes. Je suis vraiment désolé. Et je voulais saluer vraiment le travail qu'il a accompli avec son équipe depuis 11 ans pour réinventer la Tribune et donc l'embarquer dans une nouvelle dynamique. Et effectivement, ce prix en est une illustration de plus. C'est vraiment une joie, en effet, de vous réunir pour découvrir ce prix et fêter ensemble des livres et des auteurs. Merci vraiment pour votre présence nombreuse. Les insomnies sont pénible, mais parfois fructueuse, nous le savons tous. Et l'idée de ce prix est née une de ces nuits. En décembre dernier, elle s'est concrétisée aussitôt, comme par magie. Alors comment l'expliquer? D'abord, je pense par un ADN limpide, à l'image du pôle idées-société de la Tribune, produire du sens. Et pour cela, éveiller, bousculer les consciences, décloisonner les disciplines, penser la complexité et refouler le simplisme, s'écarter des chiffres pour explorer l'altérité, fouiller là où nous sommes dérangés dans nos habitudes ou nos certitudes. Cette complexité chère à Edgar Morin est ou devrait être le mantra de toute entreprise consciente d'être une locomotive ou même un simple wagon des transformations tentaculaires qui dictent notre époque. Des transformations par essence synonymes de crise et de conflits dont il est tout à fait possible de sortir grandi, à condition, comme l'avait si bien démontré Alain Touraine, que cette conflictualité soit considérée aussi pour ses ressources, pour ses trésors. L'ADN, c'est proposer aux acteurs de l'économie et de l'entreprise une matière pour réfléchir eux-mêmes à la manière la plus responsable, à l'éthique la plus exigeante d'exercer leur pouvoir de gouverner, de manager, d'investir, d'entreprendre, de décider. Les défis auxquels nous sommes exposés ne peuvent pas être relevés
si nous nous écartons de cette exigence éthique, n'est-ce pas? Parce que je m'aperçois qu'il est parmi nous et j'envoie un petit clin d'œil à Jean-François Delfrécy, président du Comité consultatif national d'éthique, qui, je pense, ne me contredira pas. Et pour cela, donc, rien ne vaut un ADN irréductiblement convaincu que le dialogue entre les savoirs, la rencontre entre les différences, la confrontation au dissensus féconde le possible. Ce qui m'amène sur le terrain du débat qu'a effleuré justement Jean-Christophe, ce débat cardinal lorsqu'on parle prix du livre, médias ou démocratie. L'éthique de l'engagement et celle du débat commandent la pluralité des idées, le respect des contradicteurs. Tendre la main à l'opinion divergente, ce n'est pas renier ou même affadir sa conviction, c'est au contraire la mettre à l'épreuve pour qu'elle progresse. Mais il faut des règles et lever les confusions. Les faits ne sont pas incontestables. L'opinion est distincte du savoir. L'interprétation n'est pas la science. Raison, émotion et morale ne font pas bon ménage. Aucun sujet ou presque ne se prête au manichéisme. Militer n'est pas synonyme d'excommunier. Déconstruire ne signifie pas détruire. Peu de causes justifient l'opprobre et l'ostracisme. S'opposer à une théorie n'autorise qu'en de rares cas à vilipender son auteur. Or, ce qui caractérise trop souvent le débat public, c'est l'intolérance, l'hystérie et même la haine qu'enflamment des bouleversements technologiques propices à l'infodémie, propices à disqualifier la nuance, propices à l'enfermement et au commerce des consciences. Le rouleau compresseur du bruit, de la hâte, du narcissisme déclasse l'écoute, le silence, le temps long qui font la poésie de la rencontre. Or, Boris Cyrulnik l'exprimera dans quelques instants, rencontres et débats sont insécables, liés par la puissance des mots qu'on écrit, qu'on lit, qu'on prononce et qu'on partage. Étienne Klein insiste avec raison sur l'étymologie du mot débat, ce qu'il faut faire pour ne pas se battre. Restaurer les conditions d'un débat fertile est devenu une priorité pour nos libertés, pour réinventer une démocratie aujourd'hui enquistée, une priorité pour se protéger des fondamentalismes idéologiques qui morcellent et incendient la société outre-Atlantique. Stimuler le débat public et pour cela, avant cela, susciter le débat intérieur chez le lecteur, voilà la vocation d'un média comme la Tribune. Voilà aussi, bien sûr, à quoi servent les livres. Nous inviter, page après page, à plonger dans une analyse ou un imaginaire grâce auquel nous creusons au fond de nous, nous accueillons nos riches fragilités, nous chassons l'aliénation, nous consolidons notre irremplaçabilité chère à Cynthia Fleury, nous nous laissons embarquer vers des territoires cognitifs ou émotionnels qui nous aident à être mieux et parfois même à faire mieux. La sélection finale et le palmarès du prix en sont le symbole. Un mot maintenant sur la dynamique qui s'est mobilisée à mes côtés autour de ce prix. L'engouement a été immédiat, peut-être parce que le projet faisait sens en miroir de cette transformation systémique que je viens d'évoquer. Engouement immédiat chez Jean-Christophe et Tatiana, bien sûr. Et croyez-moi, de pouvoir s'entendre comme ça, en quelques minutes, sur un tel projet, c'est un sacré privilège qui en dit long sur la culture entrepreneuriale de la Tribune. Et j'en profite pour remercier chaleureusement toute l'équipe pour son efficacité, avec une mention particulière pour Cécile Silly. Engouement immédiat chez les partenaires, et je le dis sans complaisance, j'ai été bluffé par leur enthousiasme, lequel n'est pas calcul ou stratégie, car bien évidemment la notoriété de BPI France, CCI France, Crédit Agricole, Fidal, la France Mutualiste et L'Oréal ne dépend pas de cet événement. Mais je crois simplement que Nicolas Dufourc, Isabelle Lebotte, Alain Di Crescenzo, Dominique Lefebvre, Raphaël Appert, Jean-Godefroy Desmazières, François Delage, Nicolas Hieronymus et Blanca Jouty ont été sensibles à une aventure nécessaire, utile. Aventure qu'ont soutenu également notre hôte, cher Olivier Mousson, Richard de Warren et son hôtel Alfred Sommier qui a accueilli les réunions du jury, enfin Anne-Sophie Pic, symbole de l'excellence culinaire et entrepreneuriale, qui invitera nos lauréats dans son établissement parisien. Merci à tous, vraiment, pour votre confiance et votre respect absolu, bien sûr, de l'indépendance et de l'intégrité du palmarès. Indépendance et intégrité, deux principes fondamentaux de la Tribune. Tous les médias, malheureusement, n'ont pas cette chance. Et je me permets d'avoir une pensée pour le combat vital que mènent depuis quelques jours les salariés du JDD. Un combat vital pour eux-mêmes, pour leur journal et pour le débat public. Je parlais de collectif à propos des partenaires. Que dire de celui des jurés?
Une sacrée équipe s'est en effet formée à mes côtés, là aussi en un temps record. Au total, 7 femmes et 7 hommes, un large éventail de convictions et de compétences dans les domaines académiques, littéraires ou de l'entreprise. Vous les découvrez, je crois, sur l'écran. Ce qu'ils ont en commun, un amour exigeant des livres. Et croyez-moi, il n'y avait qu'à voir l'incandescence des débats pour mesurer leur implication. Enfin, j'adresse un remerciement sans limite aux auteurs des livres que nous avons sélectionnés et que nous récompensons. Ne l'oublions pas, ce prix est le leur, ce n'est pas le nôtre. Et j'y associe leurs indispensables compagnons de route, les éditeurs et les libraires. Ces livres ont concouru dans 4 catégories qui, là encore, illustrent la singularité éditoriale du prix et celle de la tribune. Leurs caractéristiques seront rappelées au moment où le palmarès sera dévoilé. Voilà, j'en ai fini de cette longue introduction, pardonnez-moi, mais je pense que pour cette première, c'était nécessaire. J'invite maintenant à me rejoindre celle sans qui, tout simplement, le prix n'aurait pas vu le jour. Catherine Farin, secrétaire générale du prix, a tant apporté à ce projet, avec la générosité, l'enthousiasme, l'exigence qu'on lui connaît. Détailler l'adverbe sera un peu trop long, alors chère Catherine, simplement, merci et bravo. Je te passe la main et je partage avec vous ce qu'Alexandre Viros... Je partage en effet avec vous ce qu'Alexandre Viros m'a confié quand on a préparé le débat qui va suivre. Je lui demandais ce que lire ou écrire signifie à ses yeux. Tout simplement le plaisir, m'a-t-il répondu. J'ajouterai donc à ce plaisir celui que vous nous offrez ce soir, d'être réunis autour des livres. Merci. Bonsoir à tous. Merci Denis, merci Jean-Christophe, merci à tous d'être ici. Je ne vais pas recommencer les remerciements. Ce soir, c'est une fête, hein, c'est une célébration inédite. Et avant de pouvoir être dans cette soirée, je voulais insister sur le fait que c'était une rencontre avec Denis, la confiance qui en est née, l'amitié également, qui a irradié parmi le jury et parmi encore beaucoup d'autres amis que nous nous sommes faits. L'envie aussi, l'envie de s'engager, l'envie de partager, l'envie de décloisonner. C'est vrai que c'est un prix atypique, celui qui récompense à la fois la lettre et le chiffre, la littérature et l'économie, qui sont souvent peut-être opposés même, mais en tout cas dissemblables. Et nous avons voulu pointer ce croisement, et non pas comme un croisement où on se croise, où il y a des courants d'air, où on ne reste pas, mais au contraire planter un petit drapeau avec ce prix comme un petit territoire d'union entre la littérature et l'économie. Un petit territoire, une île dont vous seriez les 200 premiers habitants. Et je vous remercie donc d'être présent ici ce soir. Donc nous allons commencer par récompenser, et non pas les auteurs, mais les partenaires. Et donc j'invite les partenaires à me rejoindre, et en la personne d'Anthony Valentini, du CIC France, de Véronique Faujour, du Crédit Agricole, et de Jean-Godefroy Demazière, de Fidal. Donc je vais commencer avec vous, Anthony Valentini. Donc vous êtes le Il y a un petit transfert de personnalité, mais il y en avait un avant parce que c'est pas CIC mais CCI, n'est-ce pas? Oui, j'ai dit, ouais, bon voilà, j'ai le CCI France, bon très bien, ça commence. Alors le prix CCI, voilà, oui, ça marche pas. La littérature, quelle a été votre motivation, le facteur de votre adhésion? Bonsoir à toutes et à tous. La motivation, elle est simple parce que en fait, j'ai envie de vous dire déjà que je me sens très aligné avec tout ce qui a été dit en introduction et très heureux d'être ici. Notre métier dans les chambres de commerce et d'industrie, c'est d'accompagner les entreprises, les TPE, PME dans leur parcours de croissance. Et comme Jean-Christophe l'évoquait, c'est vrai que qui dit parcours de croissance dit intérêt porté sur le compte d'exploitation, intérêt porté sur la création de valeur, sur l'écosystème dans lequel s'inscrit l'entreprise. C'est aussi regarder ses compétiteurs, ses concurrents, les futurs partenaires. Autant d'éléments qui vous mettent vraiment le nez dans le guidon
et qui, dans les périodes de crise que nous traversons aujourd'hui, vous éloigne vraiment de la réflexion profonde sur le sens de ce que vous faites. Et avoir un prix du livre comme celui que vous réalisez aujourd'hui, que vous lancez aujourd'hui, c'est pour nous l'occasion de dire attention, il faut faire un petit arrêt sur image, il faut prendre le temps de se nourrir, de se documenter pour savoir quels sont l'essence, le sens dans lequel on veut inscrire l'entreprise dans la société. Donc ça fait résonance avec tout ce qui nous porte. On est là pour conseiller les chefs d'entreprise, on est là pour créer de la valeur sur les territoires et on veut surtout la nourrir de réflexion et c'est le sens de notre engagement et du soutien qu'on apporte sur ce beau prix que vous avez lancé aujourd'hui. Merci Anthony, merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Véronique Faujour. Donc vous êtes secrétaire générale de Crédit Agricole SA et à peu près même question. Oui, merci. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être là. Vous savez, Crédit Agricole, c'est une banque coopérative et mutualiste. C'est une banque universelle au service de tous, très ancrée dans les territoires. Et on a tous autour de nous un Crédit Agricole chez soi. Mais au-delà de ça, Crédit Agricole, c'est le premier financeur de l'économie française. Et à ce titre, ça donne une très grande responsabilité, notamment face aux grandes transformations qui sont celles de la technologie, de l'écologie, de l'énergie, de l'agriculture. Et donc à ce titre, on est particulièrement attentif à tout ce qui se passe autour de nous. Et Aragon disait, pour ne pas faire ma savante, mais j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup parlé là-dessus. Aragon disait que la lecture d'un livre jette sur la vie une lumière. Et je trouve qu'on a vraiment besoin de cette lumière aujourd'hui dans les entreprises, les dirigeants, pour mieux comprendre, pour mieux entendre, pour mieux questionner aussi notre rôle et notre utilité au sein de l'économie et pour nous améliorer tout simplement. Donc voilà pourquoi ce prix est très important pour nous. Merci beaucoup Véronique. Jean Godefroy de Mézières, vous êtes directeur général de FIDAL. On vous écoute. Oui, il y a le choix des mots, il y a aussi le choix des lieux. Et juste en 15 secondes, quel beau choix que ce lieu. On parlait d'une île tout à l'heure, une île dans Saint-Germain-des-Prés pour un prix littéraire. Une île dans cette société d'encouragement, on aimerait que les murs parlent. C'est un des grands lieux de l'industrie. Pourquoi est-ce qu'on a été très, très heureux, très, très fiers d'accompagner en fait ce prix lorsque Denis, avec son enthousiasme légendaire, nous l'a présenté. C'est d'abord parce que les avocats, nous sommes un cabinet d'avocats, connaissent le poids des mots, ils connaissent aussi leur pouvoir. Les mots sont importants pour nous. Les livres le sont aussi. Les livres comme instrument d'intelligence, comme instrument de connaissance, comme instrument de partage et de transmission. Et enfin et surtout l'industrie, ça fait 101 ans que dans tous les territoires, les avocats du cabinet sont aux côtés des entrepreneurs et qu'ils vivent leur vie par procuration, c'est-à-dire qu'ils vivent leurs enthousiasmes, qu'ils vivent leurs inquiétudes, leurs peines, et en même temps qu'ils se disent avec admiration, mais comment faire pour que ces entrepreneurs qui portent notre économie soient mieux connus, soient plus connus. Et quelle meilleure façon que de faire un livre pour cela. Donc finalement, c'est un hommage à cette économie qui nous fait vivre tous. C'est un hommage à ces entrepreneurs également qui nous font vivre tous par ce magnifique objet, le livre, porté par des auteurs qu'on a adoré lire. Et donc c'était une évidence. Alors un immense merci de nous avoir donné cette opportunité de vous accompagner. Merci à vous, merci Jean Godefroy. Merci. On va vous applaudir. Pour continuer cette soirée, nous écoutons un propos d'ouverture du parrain du prix littéraire de la Tribune, Boris Cyrulnik, qui nous explique en quoi écrire, c'est comprendre, mais c'est également se comprendre. Cher Boris Cyrulnik, bonsoir, merci infiniment d'introduire la première édition du prix du livre La Tribune, mais plus encore merci d'imprimer sur l'identité, et j'ose le mot, sur l'âme de ce prix, tout ce que vous incarnez de combat, de résistance, d'engagement, de liberté, d'éthique, de sens, de vision et bien sûr aussi de résilience. C'est un honneur pour le prix. Ce 28 juin, vous êtes sur le pont à Bologne pour un congrès international. Vous interviendrez en anglais, mais ce soir, vous parlez en français. Et nous avons donc enregistré quelques jours plus tôt cet échange. Première question, comment définiriez-vous le rôle qu'exerce le mot
Le mot que nous écrivons, celui que nous lisons, le mot que nous partageons aussi en dialogue, ce rôle est-il seulement social et culturel ? Ce mot est tout, parce que dire un mot, désigner une chose par un mot, c'est donner une forme au monde qu'on voit. Donc les mots aident à voir. Et le mot, c'est aussi, les mots interprètent le monde. Le mot parler, c'est une interaction. Si je parle à Denis Lafay, je regarde ses mimiques et sans dire un mot, il participe à mon discours. Alors que le mot écrit, c'est une plongée intérieure. Je m'adresse au lecteur parfait, à l'ami invisible, qui saura me comprendre. Et là, je fais un travail intérieur. Et les mots que j'emploie sont des outils relationnels, sont des outils de plongée qui sculptent mon cerveau, parce que les mots parlés sont antérieurs à la frontale ascendante, sur la parallèle à gauche, les mots entendus sont postérieurs à la frontale ascendante, les mots lus sont près du lobe occipital qui traite les images, et les récits partent du lobe préfrontal avant d'allumer le lobe temporal. Donc les mots, c'est vraiment la création d'un nouveau monde. Alors parlons de vous maintenant, justement. Dans la grande histoire qui est la vôtre, histoire indicible dans la petite enfance, histoire scientifique et philosophique foisonnante, nous allons nous interroger sur la place que les livres occupent. Commençons par les livres que vous avez lus. Y en a-t-il qui, par leur contenu, pour le moment où vous les avez découverts, ou parce qu'ils correspondent peut-être à un événement majeur de votre existence, est-ce qu'il y a donc des livres qui vous marquent encore aujourd'hui ? Les livres qui m'intéressent, qui nous intéressent, sont les livres qui parlent de nous. C'est-à-dire que quand on est enfant, on s'intéresse aux 3 petits cochons, comment se défendre du grand méchant loup. Quand on est adolescent, on s'intéresse aux livres qui nous présentent comment la sexualité est un événement romantique et poétique. C'est ce qu'on pensait il y a quelques générations. Quand j'ai voulu faire, après la guerre, les livres qui m'ont le plus touché, c'est Le sac de billes, qui parlait de moi, comment un enfant peut échapper à la déportation. Ensuite, quand j'ai voulu faire médecine, j'ai été amoureux de Cronin, que personne ne lit, mais il jouait au football, il était médecin, c'était mon rêve. Ensuite, j'ai admiré Albert Schweitzer, qui partait en Afrique, qui courait le monde. Donc je n'aime encore que les livres qui parlent de mon monde mental. Est-ce que nous sommes nombreux à avoir un auteur de référence, un livre de chevet, est-ce votre cas ? Actuellement, tous les soirs, je fréquente John Bowlby, et ça fait des années que je m'endors avec lui. Il a 3 tomes, et il soulève à chaque tome, il y a des problèmes nouveau, passionnant, donc ça fait 30 ans au moins que je fréquente cet auteur. Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es, c'est le thème du débat auquel se prêteront nos invités ce soir. Cette formule s'applique-t-elle à vous ? Et si nous découvrions par exemple votre bibliothèque, est-ce qu'elle serait le reflet de ce que vous pensez et même de ce que vous êtes ? Clairement, oui. Si vous venez dans mon bureau, vous verrez qu'il y a des livres jusqu'au plafond et même dans l'escalier, et vous verrez que chaque étagère est un chapitre de mon monde intime. Alors il y a une étagère de livres du rugby, ils sont nombreux. Ensuite il y a une étagère de livres de neurologie, de la neuroimagerie actuelle, il y a des livres magnifiques, bouleversants. Ensuite il y a beaucoup de livres sur l'attachement. Là il y a plusieurs étages. Il y a des livres sur l'anthropologie. Comment est-ce que nous, êtres humains, on voit tous le même monde et est-ce qu'on vit tous dans la même culture ? Alors là, les voyages sont infinis. Donc chaque étagère parle de mon monde mental. Parlons maintenant des livres que vous avez composés. Vous êtes l'auteur d'une 40aine d'ouvrages. Quelques-uns ont franchi le seuil des 200 000 exemplaires. Vous êtes traduit dans une 15aine de langues, je crois. Tous ces livres ont-ils exercé un même rôle singulier dans votre construction de neuropsychiatre ? Alors j'écris des livres pour mieux me comprendre. C'est-à-dire que je travaille beaucoup, je lis beaucoup, j'essaye de citer correctement et plus j'écris de livres, plus je comprends mon curieux métier, qui est forcément hétérogène
Et si je n'écrivais pas de livre, je réciterais les idées des autres et je crois que je comprendrais moins bien que les livres que j'écris qui m'aident à comprendre mon métier. Vous écrivez toujours, je crois, à raison à peu près d'un livre par an. Pourquoi écrire? Pourquoi est-ce si vital chez vous? Est-ce que c'est pour continuer de dire, d'expliquer, de protester, d'alerter, peut-être de rêver aussi? Ou plus simplement pour continuer d'être en vie? Et finalement, écrivez-vous seulement pour vous-même, comme vous venez de nous le dire, ou aussi pour le lecteur? Alors j'écris pour comprendre et pour rencontrer. Parce que je rencontre le lecteur parfait, celui qui me comprend. J'écris pour donner forme au monde. Si je n'écrivais pas, le monde serait confus. Je serais tout le temps dans l'interaction, dans l'immédiateté. Le simple fait d'écrire m'invite à penser avec la main. D'ailleurs, j'écris mes livres à la main, avec un stylo, alors que j'écris les articles scientifiques et mon secrétariat à l'ordinateur. C'est-à-dire que je récite à l'ordinateur et je pense avec la main. Donc je pense que c'est un exercice de musculation et de rencontre avec le lecteur parfait. Vous avez d'autres rituels d'écriture, alors saisonniers peut-être, géographiques, matériels? Est-ce que vous écrivez plutôt le matin, très tôt, l'après-midi, la nuit? Alors j'ai la chance d'être matinal et d'habiter au bord de la mer. Donc dès que je me mets à mon bureau, je vois les pêcheurs partir vers 4 ou 5 heures du matin. L'été, quand le soleil se lève, c'est d'une poésie extraordinaire. Je me mets à ce bureau tous les matins, systématiquement, sans me poser de questions. Donc ça, c'est le travail du matin. Et puis j'écris l'après-midi, dans le métro, dans l'avion. Quand une idée me prend, j'essaye de l'écrire sur un bout de papier et ensuite de classer mes bouts de papier. Donc je suis envahi de bouts de papier qui préparent des livres futurs. Vous parliez à l'instant de rencontres entre vous et les lecteurs. Certains de vos livres ont donc connu un succès phénoménal. Est-ce que vous savez ce qu'ils contiennent, qui justement a provoqué cette rencontre avec le public, ou est-ce que finalement, le mystère de la rencontre incombe de ne pas savoir, de renoncer à savoir ce qui fait la recette d'un succès? Alors, il y a les deux. C'est-à-dire que ce qui explique mon succès, c'est d'une part que je bavarde. Je prends des articles scientifiques, je les mêle, je les illustre par mon expérience de praticien, et j'en fais un récit. Donc c'est pas des publications de carrière. Dans une publication de carrière, il faut faire matériel, méthode, analyse statistique, donc personne ne lit. Mais c'est très bien pour faire une carrière, mais ça permet pas de faire un livre lu par un grand public et partagé. Donc je pense que ça c'est une recette, bavarder, même quand c'est un travail scientifique, c'est-à-dire le traduire en mots de tous les jours. Et puis ensuite, il y a la surprise, c'est que chaque lecteur est auteur de ce qu'il lit. C'est pas un récipient passif. Il lit, ça lui parle ou ça lui parle pas, et il interprète ce que je dis. Donc la plupart du temps, il y a des concordances amicales très agréables, et de temps en temps, il y a des surprises, des gens qui lisent des choses que j'ai pas du tout écrites. Ça a été leur lecture, il faut que j'en tienne compte. Alors, difficile de ne pas parler de résilience avec celui qui l'a modélisé. Les grands piliers sur lesquels on peut fonder un processus résilient sont, je le rappelle, le patrimoine affectif anté-trauma, les tuteurs sur lesquels on s'appuie post-trauma et la capacité de verbaliser le trauma. Ça veut dire que notre maîtrise des mots, autant que la faculté de les exprimer, est capitale dans le processus résilient. Et donc, nous sommes très inégaux dans notre capacité à verbaliser le trauma. Alors Freud est d'accord avec Denis Lafay, parce que Freud parlait déjà de l'inégalité étonnante des traumas. Je suis ravi de l'apprendre, bien sûr. Et effectivement, tout dépend d'une convergence de facteurs. Dans les théories de l'attachement, dont la résilience est un chapitre, il faut renoncer aux causalités linéaires exclusives. C'est rarement une cause qui provoque un effet. C'est une convergence de causes autour de l'enfant, de l'adulte, de l'âgé, blessé. Cette convergence de causes peut provoquer un processus de reconstruction différente de soi ou aggraver. C'est-à-dire que ça dépend des 3 facteurs que vous avez précisés,
avant le trauma, on acquiert des facteurs de protection si on a été bien entouré, ou des facteurs de vulnérabilité si notre mère souffrait, s'il y avait la guerre, s'il y avait l'inondation, etc. On acquiert des facteurs de vulnérabilité. Dans un pays en paix, 70% des enfants sont sécures, 40% dans un pays en guerre. Dans un pays en paix, 5% des enfants sont désorganisés à l'année très tôt. Dans un pays en guerre, c'est 20 ou 25%. Donc le social participe déjà fortement. Pendant, si j'ai un traumatisme tout seul, je vais beaucoup souffrir. Si je suis en présence d'une base de sécurité, j'épongerai, j'affronterai mieux le traumatisme, et puis après le traumatisme, le soutien affectif et la parole, la recherche de sens, le récit, parce que ce que je dis va modifier la mémoire de ce que j'ai subi. Donc il y a un processus d'évolution, comme toutes les mémoires saines, alors que le syndrome psychotraumatique est prisonnier du passé, figé. J'aimerais vous faire réagir à un fait d'actualité. Une poignée de linguistes vient de publier chez Tracte Gallimard un essai d'Essensuel. Le français va très bien, merci. Alors, à mon avis, nous sommes quelques-uns à penser l'inverse, mais je reconnais que ce texte bouleverse nombre d'idées reçues. Cette langue française, comment la voyez-vous évoluer depuis une soixantaine d'années en tant que lecteur, en tant qu'auteur, mais aussi en tant que praticien neuropsychiatre? Une langue vivante évolue. Les mots prennent un sens différent selon le contexte. Les mêmes mots. Une langue qui n'évolue pas est une langue qui se pétrifie, qui se transforme en stéréotype, ce qu'on voit dans les régimes totalitaires, où on ne peut dire que ce que le chef exige, où il faut lui obéir. Donc si la langue évolue, c'est une preuve de démocratie. Donc on rencontre d'autres cultures, des gens qui viennent chez nous, qui nous apportent leur culture, leurs croyances, leur cuisine, leur musique, et la langue évolue, la culture évolue. Donc je pense que le français évolue beaucoup. Il est actuellement fortement marqué par l'anglais. C'est un globish, c'est pas un véritable anglais, mais il évolue quand même. Et cette langue évolutive, elle est apportée par les machines. La technologie, où il y a beaucoup de termes anglais que les enfants, les jeunes apprennent, ce qui fait évoluer la langue, ce qui veut dire qu'elle change de signification selon le contexte. Ce prix du livre que vous parrainez distingue l'économie par des biais singuliers, y compris par des romans. Vous n'êtes pas économiste, mais vous êtes légitime pour donner votre avis sur l'économie en tant que moteur de notre civilisation. À vos yeux, de quoi notre économie est-elle bienfaitrice ? Et à contrario, de quoi souffre-t-elle ? Et j'ajoute, fait-elle souffrir ? Avant tout, peut-être de ces difficultés, selon vous, à nous humaniser ? Alors l'économie est directement liée à l'humanisation. Il y a 300 000 ans, monsieur et madame Sapiens n'avaient pas de monnaie. Ils mangeaient le gibier et les légumes et les fruits côte à côte. Pas besoin d'économie, on partage. Puis ensuite est apparu les armes. Ceux qui fabriquaient les armes, donc ceux qui les achetaient, pour prendre le pouvoir. La monnaie est apparue. Puis avec la technologie, le papier est apparu, et la monnaie de papier est apparue. L'avantage, c'est qu'on n'avait plus besoin de faire du troc. On pouvait mettre dans sa poche quelques monnaies et quelques papiers, et on partait, on pouvait vivre, alors qu'avant il fallait partir pour faire du troc avec des charrettes pleines ou des bateaux pleins d'objets à troquer. Et puis ensuite est arrivée la plaquette en celluloïde, en plastique, et puis bientôt, il suffira de parler, donner 100 € à monsieur machin pour qu'aussitôt son compte en banque se remplisse, et puis bientôt encore avec l'intelligence artificielle, il suffira de penser que Denis Lafay me doit 600 € pour que aussitôt mon compte en banque soit rempli. Donc c'est ça. Mais alors l'effet bénéfique, c'est que on prend beaucoup de liberté, ça nous permet de gagner du temps, on n'a plus besoin de faire du troc ou de chasser pour partager le gibier, et l'effet maléfique, c'est que j'ai plus besoin de la présence de l'autre, donc je suis seul avec ce que j'imagine de l'autre. Donc ça explique un peu notre culture actuelle, où on a une partie qui rencontre l'autre, je l'éprouve, je le vois, je m'y attache, ou il m'énerve, ça existe aussi dans la condition humaine. Et une autre partie très dangereuse, c'est le délire.
C'est-à-dire qu'on peut délirer sans être psychotique. D. Privé, l'IRA, du sillon. Je peux très bien faire un système de représentation coupé de la réalité, c'est un délire non psychotique et notre culture mondiale n'en est pas privée. Regardez le nombre de dictateurs qui ont été élus démocratiquement. C'est pour ça qu'il faut baptiser, c'est l'aventure de Denis Lafay, il faut la baptiser la tribune, pour 2 raisons. C'est que la tribune, c'est l'agora des Grecs. C'est là où on peut débattre, on se rencontre, on s'amuse, on se fâche. C'est la tribune qui est une fonction démocratique. Et puis c'est aussi le tribunal, c'est que ça nous apprend, ça nous entraîne à juger, c'est-à-dire à ne plus se soumettre à la doxa, les idées toutes faites qui renforcent les dictatures. C'est-à-dire que là, on doit apprendre un jugement de façon à garder notre liberté intérieure. Voilà pourquoi il est nécessaire de baptiser cette aventure institutionnelle la tribune. On ne pouvait pas rêver meilleure conclusion. 1000 merci, Boris Cyrulnik. C'est moi qui vous remercie. Vraiment un très beau moment. J'invite maintenant donc à nous rejoindre sur scène Alexandre Virose, le président d'ADECO France, Cynthia Fleury, psychanalyste. Ce dialogue sur les propriétés et le pouvoir magique des mots. Cynthia, vous êtes philosophe et psychanalyste, vous dirigez 2 chaires, celle de philosophie au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, celle d'humanité et santé au CNAM. Vous êtes l'autrice de nombreux ouvrages, notamment Les Irremplaçables que j'évoquais tout à l'heure, et Sigi la mer chez Gallimard. Alexandre, vous êtes président France de ADECO Group, 17 000 salariés, mais pas seulement, parce que vous êtes agrégé de philosophie, titulaire d'un DEA de sciences cognitives, et on saisit donc immédiatement le lien qui vous réunit ce soir tous les deux autour des mots. Les mots, merci Quentin, les mots que nous lisons, ce que nous écrivons, que disent-ils de ce que nous sommes? Voilà le sens du dialogue que nous allons partager dans le sillage justement de l'introduction de Boris. Nous allons donc parler de vous, de votre rapport intime à la lecture et à l'écriture, mais avec en toile de fond l'idée que cette promenade nous interroge tous, sollicite chacun d'entre nous dans sa propre relation aux mots qu'il accueille et à ceux qui l'offrent. Je vous propose d'abord de réagir au témoignage de Boris. Que vous inspire-t-il, par exemple, sur la valeur des mots, mais aussi sur les pouvoirs réparateurs, reconstructeurs des mots? Cynthia. Oui, bonjour à tous. Moi, je vais aller, assez facilement. Là, vous avez évoqué le fait que je suis également psychanalyste, donc c'est vrai que dans la clinique, la verbalisation, c'est un des points essentiels, c'est-à-dire la manière de reconnaître un sujet, une personne, c'est souvent tout simplement déjà d'écouter son récit, c'est-à-dire la façon dont il va traduire son symptôme et la manière dont il va traduire son symptôme en mots. Parce que c'est quand même comme ça qu'on entend la singularité d'un sujet. En tout cas, pas toujours, parce que c'est un exercice particulier, la clinique analytique. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas dans un sentiment de familiarité avec la possibilité de traduire en mots. Donc il y a souvent ce passage d'autorisation qui est important. Donc tout le monde n'est pas au même endroit. Et pourtant, tous ceux qui font cette découverte à un moment donné de pouvoir traduire en mots un symptôme ou tout simplement leur histoire, découvrent en fait quelque chose d'eux-mêmes. Et donc quand il dit cliniquement qu'il utilise les mots pour se comprendre lui-même, c'est tout à fait juste dans le phénomène psychique. Vous partagez la même analyse que Cynthia, Alexandre? Oui, merci déjà. Je pense que en tant que patron d'entreprise, donc ça c'est là d'où je parle, je pense que premièrement en écoutant Boris Cyrulnik, je me dis finalement nous en entreprise, un des défis qu'on rencontre, c'est que je crois qu'on ne fait pas assez attention aux mots. On communique beaucoup, mais c'est pas ce dont il parle. C'est la première chose et je pense qu'on s'y perd. La deuxième chose, c'est que si l'on voit comment
où on est réduit parfois la parole dans une entreprise, en réalité, et je ne veux pas prendre trop le contre-pied de ce que tu as dit en introduction, Jean-Christophe, mais finalement, je crois qu'on n'écrit pas assez, je pense qu'on n'est pas assez dans la compréhension, parce que la réalité, c'est que ces usages des reporting, des processus, ont considérablement normé jusqu'à complètement vider en fait la parole dans l'entreprise. Et communiquer, c'est pas pareil. Communiquer, c'est juste habiller tout cela. Et ça, je pense que c'est un des défis qui est important. Et je pense que le troisième point qui m'a inspiré, ça fait l'écho avec ce qui a été dit en introduction. J'ai bien aimé quand en intro, vous avez dit faire sens. Parfois, ça m'irrite parce que je dis on ne fait pas sens, les choses ont du sens. En bon français, ce serait ça. Mais en réalité, les mots nous permettent de faire sens. Et ça, c'est important pour les entreprises parce qu'il y a une mauvaise division aujourd'hui entre les entreprises qui auraient intrinsèquement du sens et les autres qui n'auraient pas de sens. Mais ce n'est pas ça. C'est qu'à partir du moment où vous pouvez verbaliser ce que fait une entreprise, le problème qu'elle résout, la place qu'on y a, la façon dont on va habiter ou vivre avec ses collègues, et ça passe par des mots, c'est ce qu'il disait, c'est-à-dire la capacité de verbaliser, là, c'est vous qui faites sens, vous n'êtes pas, je dirais, le récepteur passif d'un sens qui vous serait donné parce que telle entreprise a une cause louable et une autre n'en a pas. Donc je pense que c'est fondamental dans ce qui se passe dans les entreprises aujourd'hui, et je pense qu'on est dans un moment de division de ce type-là. Vous dites d'ailleurs, l'entreprise doit se soucier de la valeur des mots car les mots humanisent dans un environnement qui ne s'y prête pas. Justement, une entreprise qui n'est pas suffisamment soucieuse de cet enjeu, l'enjeu que vous évoquez, à quoi s'expose-t-elle finalement ? Je pense qu'il y a un risque fort de déshumanisation. Il y a le risque pour l'entreprise qu'elle n'ait pas de singularité, qu'elle soit simplement un pur objet économique, et puis ensuite elle habillera comme elle peut, parce qu'à un moment donné elle a des problèmes de recrutement, donc il faut raconter quelque chose autour de l'ARS, et puis à un moment donné elle aura d'autres problèmes, elle va raconter d'autres choses, donc elle perd en sincérité, ça c'est important, elle perd en humanité, elle perd en capacité à créer, notamment par les mots, quelque chose qui est de l'ordre d'une collectivité, qui soit une collectivité d'humains, et pas simplement, même si elle est aussi ça, mais pas simplement une architecture d'agents économiques qui cherchent à optimiser simplement un compte de résultats à la fin. Elle est aussi ça, mais elle ne peut pas être que ça. Cynthia, ce que dit Alexandre, c'est valable en fait pour tout collectif. Oui, c'est valable pour toute institution. En fait, et je pense qu'on va le redécouvrir. On va le redécouvrir parce qu'on rentre dans un monde, entre guillemets, de réel assez effractant. Et donc on va être de plus en plus dans les systèmes d'incertitude, de mode dégradé. Enfin, on voit très clairement que les états d'exception, et dès qu'on bascule en état d'exception, de fait, ça vient taper dans le cours normal du management organisationnel. Et donc on va nécessairement redécouvrir la nécessité de la confiance, parce qu'en fait, tout va bouger. Et quand tout bouge, en fait, les seules choses qui recréent une sorte de métastabilité, ce sont les valeurs. C'est aussi bête que ça. Et donc, on va redécouvrir la nécessité des valeurs, la nécessité de la confiance comme cinétique de base. Voilà, c'est-à-dire que, oh là là, tout bouge, mon Dieu, j'ai pas le temps de voir que le management, le ceci, le cela, tout s'éclate, donc je te fais confiance, donc je sais que je peux faire. Et donc, il y a une théorie de l'action qui est possible parce qu'il y a cette confiance. Et quand il n'y a pas cette confiance, c'est pas possible. Or, la sève, entre guillemets, de la confiance, c'est les actes, mais c'est quand même la parole. Donc, nécessairement, ça va être les mots, la parole, et surtout le réquisite de cohérence, ça qui sera un petit peu peut-être plus compliqué, entre le dire et le faire. J'aimerais prendre appui sur ce que Catherine Farin, justement, organise dans les entreprises avec un succès assez remarquable. Moi, j'ai assisté une fois ou deux, et c'est vrai que c'est passionnant, puisqu'elle invite des romanciers à converser avec les salariés. L'entreprise accueillant l'imaginaire, justement, du roman, c'est dans l'intérêt émancipateur des salariés, c'est une évidence. C'est dans l'intérêt aussi plus altruiste de promouvoir les mots, et c'est finalement dans l'intérêt propre de l'entreprise. Ce serait une manière, Alexandre, d'après vous, de réintroduire l'enjeu du récit, l'enjeu des mots dans l'entreprise ? Alors, il y a les mots et il y a le récit, mais je pense que effectivement, nos entreprises souffrent aujourd'hui d'un déficit de récit. Et encore une fois, ce n'est pas la même chose que de la communication. Et un récit, c'est une autre façon de trancher dans la complexité du monde. C'est-à-dire que ce que les entreprises font très bien,
depuis, je dirais, peut-être l'après-guerre, avec des modes de management qui ont normalisé une approche, une façon de les concevoir. Ça a créé des choses, mais c'est hypothético-déductif. C'est une façon de mettre des problèmes en équation mathématique, mais ce qui a été perdu au passage, c'est la façon de créer de la cohérence dans des environnements qui sont des environnements également humains, où il faut raconter son histoire pour la comprendre, pour se comprendre, pour faire confiance aux autres, se dire les choses. Et ça, je pense que ça fait partie des choses qui doivent être mobilisées dans une entreprise. Il y a quelque chose qui me frappe en pensant à aujourd'hui. Je me suis dit, je pense que même on n'écrit pas assez. Il y a des gens dont c'est le métier, mais dans beaucoup de pays, les gens n'écrivent pas. Il n'y a pas beaucoup d'écrivains du dimanche. Il y a des photographes du dimanche, il y a des musiciens amateurs, il y a des peintres amateurs, mais il n'y a pas assez, parce qu'il y a une sorte de sacre de l'écrivain, en particulier en France, depuis le XVIIIe siècle. Il n'y a pas assez d'exercices d'écriture qui seraient des exercices profondément libérateurs. Et ça, je pense que si l'entreprise peut jouer ce rôle-là, alors l'entreprise ne peut pas jouer tous les rôles, mais si l'entreprise peut contribuer à jouer ce rôle-là, ça fait partie de ce qu'elle peut apporter à la société. Quelques mots sur vos lectures. Alors, j'imagine bien que les lectures professionnelles occupent une place importante, mais j'imagine aussi, j'espère en tous les cas, que vous réservez une place aux livres qui ressourcent, qui bouleversent, qui font pleurer, qui font rire, je ne sais pas, qui font rêver. Quelle place justement occupent ces livres? Et vous êtes plutôt biographie, thriller, roman? Moi, je suis plutôt roman et je relis pas mal de romans. Donc, dans les moments de consolation, je lis Proust parce que c'est justement une vengeance, je dirais, du temps et de la prise de temps sur l'espèce d'hyper rapidité de l'époque, et ça me fait toujours du bien et ça me ressource. Et puis, il y a des moments où il faut que je me souvienne que la vie est une entreprise qui ne couvre pas ses frais, quoi, comme on dit, enfin comme disait Schopenhauer. Donc, dans ces moments-là, je lis beaucoup de romans autour. J'aime bien les romans à propos des anti-héros. Donc ça, je ne sais pas pourquoi, mais on en parlera peut-être après. Mais il m'accompagne depuis de longue date, donc ça va aller de Mauriac, Georges Duhamel, d'autres qui, évidemment, Flaubert et Maupassant, et j'en passe. Et j'aime beaucoup, évidemment, Robert Musil, une fois de temps en temps. Cynthia, lorsqu'on aime les anti-héros, ça veut dire quoi sur un plan psychanalytique, ça? Alors, alors la bonne nouvelle, c'est que généralement anti-héros égale héros, hein, donc toutes les antinomies se rejoignent, donc c'est une manière détournée de défendre l'héroïsme, et puis parce que l'anti-héros c'est magnifique, parce que c'est le héros à portée de main. Donc, en gros, on est tous des anti-héros. Donc, non, moi, je lis beaucoup de livres, des sciences humaines et sociales. Bon, donc j'écoutais Cyrulnik dire tiens, ma bibliothèque dit ce que je suis, et ça vient énoncer, chaque rayon vient énoncer un monde mental, mon monde mental, etc. Donc je me disais bêtement, tiens, moi, est-ce que c'est ça? Bon, pas du tout. Donc voilà, donc comme ça, moi je dirais même que quand on regarde ma bibliothèque, c'est quasiment tout ce que je suis pas. Donc c'est l'inverse, c'est tout ce que je pense pas, tout ce qui me permet d'attraper le monde dans sa diversité. Donc je suis pas très roman, mais enfin j'ai été constituée par la littérature, donc malgré tout, régulièrement je relis des romans, alors pas nécessairement de manière entière, parce que je manque et de temps, et puis fondamentalement je vais saisir comme ça des pages. J'aime bien avoir une approche un peu itinérante, un peu libre. Et puis je lis beaucoup de BD. Bon, alors c'est bien parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est reconnu par le monde de la culture. Donc comme ça, je peux, et j'aime beaucoup des choses qu'on connaît, mais Willesner, Chris Ware, enfin bref, des ouvrages qui sont très intéressants, parce qu'on voit dans la BD, je pense par exemple à un livre, vous voyez, j'ai fait un lapsus, à une BD qui s'appelle L'Ascension du haut mal, qui est une BD très connue, un peu comme ça, sur des approches autistiques, autres. Donc c'est vrai que ce qu'on appelle aujourd'hui les romans graphiques, les BD, etc., j'en lis aussi beaucoup. Les livres nous font avancer, nous font progresser au fond de nous-mêmes. Est-ce que vous arrivez parfois à saisir ces moments de bascule dans la lecture d'un livre, quand vous ressentez ce moment de bascule si particulier?
Oui, enfin, il y a des événements, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments quand on lit un très bon livre, c'est celui où on se dit il y a un avant ou un après, qui peut être d'ailleurs lié simplement à la tournure d'une phrase et pas forcément avec ce qui se passe avec un héros. Et d'ailleurs, en écoutant Cynthia, je me disais, mais quand je faisais on peut pas vraiment dire ça, mais quand je faisais de la philo, il y avait des moments où il y avait l'espèce de shoot philosophique où, en gros, je devais relire 5 fois une phrase de Wittgenstein ou d'Heidegger. Je pense que je comprenais rien au début, mais en fait, j'étais tellement embarqué dans ce qui se passait que j'avais envie de comprendre ce qui m'était arrivé. Et là, il y avait un avant et un après, et je m'étais senti transformé, quoi. Et je fais pas de chamanisme, quoi. C'était simplement ce qui se passait pendant ma lecture. Donc ça existe. Un mot sur l'écriture maintenant. Cynthia, en traitant du courage, du care, du ressentiment, de l'irremplaçabilité de l'individu, souhaitiez-vous autant éclairer les lecteurs qu'éclaircir finalement des questionnements plus intérieurs, plus intimes ? Je crois que de toute façon c'est assez indissociable. Je vais dire les choses simplement, mais quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire jeune, en pensant d'ailleurs que j'essaierais d'en faire le chemin d'une vie. Et à ce moment-là, la seule chose qui importait, c'était écrire. Être lu n'était pas une problématique qui me concernait. C'est arrivé beaucoup plus tardivement, et même dans mes premiers ouvrages, sincèrement, être lu, c'était pas un enjeu. Donc le fait de se soucier à un moment donné que ce que j'écris soit lu, c'est arrivé peut-être aux alentours de mon 4e, 5e livre, pas avant. Donc je pense que malgré tout, voilà, je suis entrée en écriture par une nécessité vitale, tout simplement, et je pense que beaucoup d'auteurs font cela. Ensuite, en revanche, on découvre dans l'écriture son outil, son expertise, quelque chose qui va pouvoir servir, comme d'autres font tel ou tel travail. Et là, à ce moment-là, on met au service de l'ensemble de son organisation, de la communauté, que sais-je, une écriture. Et c'est mon cas aujourd'hui. Camus disait des grands romanciers, je le cite, qu'ils sont des romanciers philosophes. Vous pourriez tenter justement d'écrire un roman ? Alors, je pense ne pas en avoir le talent, donc je mets la littérature vraiment au-dessus de beaucoup de choses, donc tenter peut-être, je ne suis pas sûre d'y arriver, donc voilà, mais malgré tout, peut-être la différence, et encore avec certains philosophes, c'est que j'ai toujours, à l'intérieur de mon travail philosophique, utilisé le corpus littéraire comme un corpus philosophique. Ce n'est pas le cas pour tous ceux qui sont des enseignants-chercheurs en philosophie, etc., mais c'est mon cas. J'ai toujours utilisé le corpus littéraire comme véritablement, et le corpus poétique comme un lieu conceptuel, méthodologique, épistémologique, donc toujours. Alexandre, vous voulez rebondir ? Là-dessus, non, j'écoutais, je ne veux pas particulièrement être romancier. Non, je trouvais ça intéressant. Alors, je vais vous faire réagir maintenant sur une polémique, celle qui a suscité le roman de Bruno Le Maire, Fugue américaine. Alors, je ne vous demande pas forcément de commenter cette polémique, mais en fait, elle suggère une question centrale, une question beaucoup plus essentielle quand on parle de création. Est-on libre d'écrire ? Et plus encore, est-on libre d'écrire ce qu'on désire viscéralement écrire lorsqu'on est en responsabilité ? Alors, que ce soit de gérer l'économie d'un pays, de gérer un groupe coté ou de diriger une chaire. Cette liberté d'écriture. Alors, Cynthia vient de mettre ses lunettes, donc je pense qu'elle s'est préparée là, beaucoup plus que moi, et j'ai oublié les miennes. Non, la polémique... je pense qu'il faut... Je la dépasse. Non, mais je pense que je pense que jusqu'à une certaine... je pense que la limite n'a pas été franchie et qu'il faut, si c'est pas en contradiction intrinsèque avec son activité de ministre, il n'y a pas de polémique à avoir là-dessus, sur le fait qu'il écrive, fait ce qu'il veut. Certains font des marathons et du jogging le dimanche ou d'autres choses, et lui il fait ce qu'il a envie de faire, donc c'est sa liberté, il ne faut pas la lui enlever. Cette liberté de création, Cynthia, elle est totale, quelle que soit la responsabilité qu'on exerce, selon vous ?
Ah oui, je pense. Moi, vous savez, il y avait une confrontation, une grande querelle entre Proust et Sainte-Beuve, indépendamment de la querelle personnelle, et qui est une querelle qu'on connaît tous sur voilà, le moi de l'auteur et puis le moi de, entre guillemets, de l'œuvre. Donc, pour ma part, les deux sont scindés. Maintenant, en revanche, ça pose une autre question qui est celle, vous savez, des figures un peu archétypal, idéal typique des époques. Et on voit très clairement que, voilà, on avait des figures renaissantes. On vient d'une histoire de la Renaissance où on avait des figures un peu holistiques, où à la fois le mathématicien, le conseiller du prince et le poète, etc., l'alchimiste, tout ça c'était une même personne. Et on voit que la modernité a fait une division des tâches très rude et ne permet plus de la même façon à chacun d'exercer sa potentialité totale, hein, son côté vitruvien, c'est fini. Et donc on est beaucoup plus dur aujourd'hui sur la possibilité d'un être de venir déployer une sensibilité artistique tout en étant aux affaires publiques, etc. Et les époques historiques ne disent pas les mêmes choses au même moment. C'est-à-dire qu'on vient d'un monde où, au contraire, c'était non seulement permis, mais reconnu comme assez exemplaire. C'est fini. Un mot sur le secteur de l'édition qui nous concerne tous ce soir. Secteur qui est l'objet de très importants mouvements de fusion, acquisition, concentration, et dans un contexte économique qui précarise les maisons d'édition les plus vulnérables. Ces mouvements peuvent être une bouffée d'oxygène, bien sûr, parce qu'ils consolident des moyens, mais ils posent aussi des questions. Celle de l'indépendance managériale et éditoriale, celle de la liberté éditoriale, celle des équilibres aussi entre valeurs littéraires et performances financières. Alexandre, vous êtes un lecteur, vous êtes un chef d'entreprise également, et vous êtes un citoyen. Portez-vous un seul et même regard justement sur ce phénomène de concentration et de mouvement au sein du secteur de l'édition? En fait, je porte un seul... Enfin, j'essaye d'être aligné sur cette question-là, parce que c'est un peu comme quand on dit que les entreprises doivent être aujourd'hui alignées entre leur raison d'être, leur performance économique, ce qu'elles disent à leurs salariés. Parce que si on n'est pas aligné, c'est là qu'on commence à avoir des problèmes. Et on va en avoir de plus en plus aujourd'hui, dans un moment où tout se fragmente. Si le monde de l'édition ou le monde de la littérature deviennent un monde où en réalité ça devient des objets, des véhicules de pouvoir économique ou de pouvoir politique purement idéologique, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un angle, bien entendu, là ça ne va pas, parce que tout ce qu'on est en train de faire ce soir n'a plus de sens. Donc à la limite, je dirais, c'est pas grave en soi que ce que pense le propriétaire de telle ou telle maison d'édition. Ce qui est grave, c'est quand la discussion n'est plus possible. Et ça c'est beaucoup plus difficile. Et ça, c'est un danger démocratique. Cynthia ? Oui, c'est un enjeu absolument déterminant de pouvoir préserver à la fois des lieux où il est possible d'expérimenter toute cette pluralité, et puis des institutions, et puis des entreprises, etc., etc. Et en fait, les conditionnements arrivent très vite, les effets d'autocensure arrivent très très vite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'exercer forcément telle ou telle sanction, mais c'est vrai que par la manière dont sont constituées, modélisées économiquement les organisations, ça produit des effets de pensée particuliers, etc. Donc il faut sans cesse dénoncer, déconstruire, que sais-je. Mais on a un phénomène, mais qui n'est pas, encore une fois, qui est assez récurrent dans ce monde, c'est-à-dire c'est la création comme ça de ces conformismes forts. Donc premier travail, c'est de les déconstruire. J'espère que, entre guillemets, les livres que vous allez aujourd'hui primer aideront à cette déconstruction. Avant de conclure, un mot sur notre civilisation qui est confrontée, on le sait, à d'immenses défis. On doit agir pour cela sur les modèles économiques, productivistes, énergétiques, consuméristes. Lire est un acte, on va dire, quasiment gratuit. C'est le prix d'un livre, c'est entre 10 et 20 euros. Et ça nous offre une instruction ou une émotion sans équivalent. Est-ce que c'est presque une leçon, au moment où on ne cesse de parler de sobriété, est-ce que c'est presque une leçon que l'essentiel se trouve dans le peu ? Non, mais lire, c'est extraordinaire. Donc, c'est de fait,
voilà, en plus en France, on a une politique pour le coup culturelle qui soutient de façon très 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 forte le livre. Il y a des cavernes d'Ali Baba qui s'appellent des librairies, et c'est vrai que voilà, vous pouvez encore passer quelques heures dans les librairies, vous serez toujours accueilli, toujours accompagné, c'est des histoires existentielles, c'est des histoires conceptuelles, etc. Donc oui, le lire pour moi reste vraiment le pivot de toute bonne culture. Dans quelques instants, nous allons dévoiler le palmarès. Qu'espérez-vous justement de ce palmarès? Qu'attendez-vous des livres que nous allons récompenser? Et plus généralement, qu'attendez-vous du prix du livre d'un média économique finalement? Deux choses. Déjà, j'attends d'être surpris, donc c'est un peu bizarre comme phrase d'attendre d'être surpris, mais c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que peut-être en écho à ce qu'on se disait avant, si un prix du livre attribué par un média économique démontre aussi que ce média est capable de penser aussi un peu contre lui-même, bah, c'est encore plus intéressant et je serais doublement surpris. Cynthia? Oui, bah, la même chose. On parle beaucoup de responsabilité sociale de l'entreprise, de raison d'être, etc. On sait aujourd'hui que les jeunes générations ont envie de transformer le monde en ayant un certain type d'impact, et notamment un impact par le biais de leurs liens au travail, aux entreprises, etc. Donc j'attends qu'on vienne couronner, entre guillemets, un leader de la transformation des modèles économiques. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Merci Cynthia et Alexandre pour cet échange. Avant d'avoir la joie de connaître les lauréats, j'invite encore les deux partenaires ici présents. Alors Isabelle Lebotte, la directrice générale de la France Mutualiste, n'a pas pu nous rejoindre, mais j'invite à venir sa directrice de communication, Madeleine Sophie Mathieu. Et également Bianca Giutti, directrice générale des relations extérieures et de l'engagement du groupe L'Oréal. Merci beaucoup. Je voulais seulement préciser que BPI France est un dernier partenaire et qu'aujourd'hui et demain a lieu le comité exécutif, donc un séminaire du comité exécutif, donc il n'y a aucun représentant de BPI France, mais le cœur y est, soyez-en assurés. Alors, je vais commencer par vous, Bianca Giutti. Qu'est-ce que le prix a fait résonner chez vous pour susciter cet engagement à nous rejoindre? Merci. Je parle dans mon mauvais français, j'espère que vous me comprenez. Pour moi et pour nous, c'était très intéressant de voir comment on met des mots à des problèmes qu'on a dans la société avec des points de vue différents. Et ça, c'est très important parce qu'il faut écouter des différents points de vue et des différentes voix dans la société. Chez nous, par exemple, dans mes équipes, j'ai par exemple, j'ai fait la communication corporate et les affaires publiques, mais j'ai des gens, j'ai des médecins, j'ai une criminologue, j'ai des anthropologues. Moi-même, je suis un anthropologue mariée avec un philosophe. Et je ne pense pas que ça soit une chose extraordinaire que je me dédie au business, tant que normalement les gens pensent que c'est un peu bizarre. Mais il faut écouter les différentes voix et il faut comprendre que les choses ne sont pas si simples. On habite dans une société très polarisée qui cherche des réponses simples. Et vraiment, il y a beaucoup de courage dans les nuances et dans la compréhension et dans les dilemmes. Et c'est ça que j'aime. Et je suis aussi ici avec Joël qui participe dans le jury. Joël s'occupe des RSE pour l'Europe chez L'Oréal et je pense qu'il partage ce même enthousiasme. Merci beaucoup. Merci. Alors, Madeleine Sophie, la France Mutualiste, est-ce l'engagement qui a résonné? Oui, tout à fait. Donc, la France Mutualiste, déjà, c'est une mutuelle d'épargne et qui défend depuis 130 ans en fait, le pouvoir de l'épargne pour tous, pour toutes les classes sociales.
Donc évidemment, quand Denis Lafay a présenté ce beau projet à notre directrice générale Isabelle Lebotte, ça a fait un sens et assez évident en tant qu'économie responsable, et l'originalité aussi du prix nous a beaucoup séduit. Et à titre plus personnel, bon, tout le monde en a déjà beaucoup parlé, je parle en dernier, mais c'est vrai que la littérature, ça nous permet vraiment de mieux comprendre le monde, et de faire un pas de côté. Voilà, je pense que c'est indispensable dans notre société actuelle qui va très vite. Donc pour toutes ces raisons, on est ravis de soutenir ce prix et ses auteurs surtout. Merci beaucoup, merci pour votre soutien. Merci encore. Donc le moment tant attendu est enfin arrivé. Nous allons connaître les lauréats des 4 catégories du prix littéraire de la Tribune. Et nous commencerons par la catégorie Essai. J'invite à nous rejoindre Joël Tronchon, qui est le remettant, membre du jury et remettant du prix Essai. Bonsoir à tous et à toutes. La catégorie essai, modestement avec le jury, on va essayer de faire un coup de maître. Mais c'était pas si difficile que ça parce qu'on a été bien accompagnés. On avait quand même 3 nominés extrêmement sérieux, extrêmement articulés intellectuellement. Là, c'est la catégorie essai. Mais on avait aussi des gens qui écrivaient bien et qui étaient faciles à lire, ce qui, pour cette catégorie, était plutôt agréable. Donc on vous remercie. Je rappelle quand même les nominés. Redonner du sens au travail, un thème d'actualité de Thomas Coutroux et Coralie Pérez. Bifurcation, réinventer la société industrielle par l'écologie de Pierre Veltz. Et le 3e ouvrage, c'était Quand la parole détruit, on en a parlé ce soir, elle reconstruit mais elle peut détruire aussi, avec Monique Atlan et Roger Paul Droit, donc du sérieux. Alors le jury a essayé aussi d'être sérieux. Ce qui nous a beaucoup, ce qui a guidé notre réflexion et notre choix, ça a été, on a choisi un livre qui faisait preuve de pédagogie, mais sans trop d'idéologie. Donc en gros, on est parti sur une thématique. Blanca parlait de L'Oréal, parlait de polarité. On a essayé justement de trouver un auteur qui nous proposait une pensée avec de l'utopie réaliste, mais une voie accessible, atteignable. Donc on a notamment aussi voulu quelqu'un qui parle de l'écologie, mais une écologie de la nuance et pas une écologie du dogme. Et d'ailleurs il parle du dogme dans son livre. Alors quelqu'un qui propose aussi des solutions, mais ce qu'on appelle, enfin ce que Camus aurait dit, les solutions du juste milieu. Le juste milieu, c'est pas de l'eau tiède. Le juste milieu, c'est une position courageuse entre deux extrêmes. C'est une tension entre deux extrêmes. Et dans ce livre, il y a beaucoup de cette tension-là. Et ça nous a, en tout cas, énormément plu. Bref, on a voulu aussi récompenser quelqu'un qui, il le dit comme ça d'ailleurs, qui représente une radicalité réformiste. Alors vous allez me dire, c'est 2 termes qui peuvent être aussi en tension, mais c'est ce qui nous a plu. Bref, on veut récompenser une voix originale et libre. C'est Monsieur Pierre Veltz avec Bifurcation. Merci d'abord, je suis très honoré de cette distinction, surtout d'être le premier, comme ça, après 38 ans d'attente, si j'ai bien compris. Voilà, donc très heureux. Bon, nous, on est très très fiers aussi de vous décerner ce prix. Je disais à Pierre que je l'ai lu il y a 30 ans sur les bancs de la fac. Il ne me croyait pas. Et bien si, quand il écrivait sur l'aménagement du territoire. Ça ne me rajeunit pas. Mais... Moi non plus. Alors, première question, Pierre. Comment, en fait, en quelques mots, comment la voie originale que vous dessinez justement de la transition écologique, mais une transition écologique qui ne tourne pas le dos ni à l'économie, ni à la technologie. Comment ça marche ? Oui, d'abord, moi, j'essaie d'écrire des bouquins utiles. Déjà utiles pour moi, enfin, parce qu'on est bombardé d'informations, qui arrivent dans tous les sens, sur toutes sortes de sujets, et on a beaucoup de mal à mettre de la forme dans cette informe, comme disait Cyrulnik tout à l'heure, quoi. Donc déjà, moi, c'est mon travail à moi. J'essaie de mettre un peu d'ordre dans ce chaos qui nous bombarde en permanence. Et je me dis que si c'est utile pour moi, ça sera peut-être utile aussi pour d'autres. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, au fond, moi, j'essaie de trouver
Alors le mot voie moyenne, ça fait effectivement au tiède, quoi. On se dit, bon, c'est une espèce de compromis et tout. Non, je pense qu'on n'a pas le choix aujourd'hui. On est pris entre, au fond, deux grandes positions, deux grands pôles. Il y a d'un côté des gens qui nous disent, bon, la société industrielle telle qu'elle a fonctionné jusqu'ici, depuis assez longtemps, hein, ça ne remonte pas à la révolution industrielle, c'est bien antérieur, elle nous mène dans le mur quand même, ça va mal, quoi. On a quand même quelques gros soucis aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est le résultat de tout ça. Et donc, il faudrait peut-être en sortir une bonne fois. Et en sortir vite. Et donc, il y a des positions extrêmement radicales, vous connaissez, qui sont de dire il faut qu'on change complètement de monde. Bon. Alors, le problème, c'est est-ce qu'on a le temps de changer complètement de monde, hein? On a en même temps certaines urgences. Et puis, de l'autre côté, vous avez quand même, notamment dans les milieux d'affaires, enfin dans le monde économique, des gens qui disent, bon, écoutez, c'est pas bien grave tout ça, dormez tranquille, braves gens, la technologie, la croissance verte, hein, tout ça, ça va nous tirer d'affaire. Alors moi, ces deux positions sont intenables pour moi. Hein. La première, parce qu'au fond, elle n'est pas réaliste, elle consiste d'une certaine façon à considérer la catastrophe comme inévitable. Hein. Quand on dit il faudrait changer complètement de monde, sortir de l'industrie, ça veut dire quoi, sortir de l'industrie? Ça veut dire on assiste au désastre. Et puis la deuxième position, je pense qu'elle est beaucoup trop optimiste, quoi. Hein, voilà. Donc moi j'essaie de trouver, alors le mot réformisme radical, je ne sais pas qui l'a utilisé, ça me va assez bien. Moi je suis un réformiste radical et j'espère qu'on aura beaucoup de réformistes radicaux pour avancer, quoi. Voilà. On a le temps d'une dernière petite question. Petite. Alors, vous nous proposez de bifurquer sur une économie humano-centrée. Qu'est-ce que c'est? Alors, en deux mots, moi, dans le livre, j'explique pourquoi il faut à la fois de l'efficacité et de la sobriété. Et que la sobriété, ce n'est pas un truc qui arrive comme ça, simplement un devoir moral, c'est même un devoir technique. On ne peut pas s'en sortir autrement. Mais en même temps, je me dis, c'était déjà un point que j'avais abordé dans mes précédents livres, que décarboner l'économie, vous voyez, ça ne fait pas un projet politique. Hein. On a parlé de récit tout à l'heure, on a besoin les mots sont importants, et donc il faut quand même avoir une vision au-delà un peu de ça. Hein. On va y arriver, je pense, à décarboner. Au passage, c'est une révolution industrielle, hein. C'est une révolution industrielle qu'il va falloir faire en 10 ans. Et là, on ne voit pas comment on ferait autrement que par l'industrie, mais il faut avoir un horizon plus lointain. Et je pense que c'est ça qui nous manque aujourd'hui, c'est un récit, je reprends aussi un mot qui a été beaucoup utilisé tout à l'heure. Et je me dis, au fond, je prends parfois la comparaison avec un paquebot, on est embarqué sur un paquebot, l'économie, la société, c'est très inerte, c'est très difficile à faire tourner. Alors on s'intéresse beaucoup aujourd'hui à la motorisation, on va changer de fuel, on s'intéresse au menu du restaurant, on va manger plus de viande, moins de viande, voilà, des choses comme ça, mais on ne s'interroge pas vraiment sur le cap du paquebot. C'est-à-dire, au fond, quelle société on voudrait derrière ça. Et moi, je plaide pour qu'on revienne à un peu d'utopie aussi, dans ce récit, qui n'est pas forcément consensuel, bien sûr. Hein. Mais, j'observe ce qui se passe aujourd'hui dans l'économie, je constate que les secteurs qui sont en train de se développer sont quand même très, très différents des secteurs qu'on a connus après pendant les 30 Glorieuses, je dirais depuis le grand cycle qui est la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui était de l'accumulation d'objets. Aujourd'hui, les secteurs qui montent, c'est la santé, c'est le bien-être, c'est l'alimentation de qualité, c'est l'éducation, c'est le divertissement. C'est au fond les secteurs économiques qui sont en train de se développer sont des secteurs qui nous concernent en tant qu'individus, nos corps, nos esprits, etc. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément humaniste. Hein. Humano-centré n'est pas égal à humaniste, mais je pense qu'on devrait réfléchir au développement d'une économie qui serait vraiment centrée sur ces secteurs-là et qui aurait, si elle est bien organisée, comme caractéristique d'être structurellement sobre. C'est-à-dire pas simplement parce qu'on la verdirait, mais parce que les activités elles-mêmes, qui au fond, in fine, reposent sur de l'interaction entre des personnes, hein, sont structurellement moins énergivores, moins gourmands en matériaux, etc. Pardon d'être trop long, excusez-moi. Merci beaucoup, merci et bravo.
deuxième catégorie récompensée ce soir est la catégorie du livre engagé. Donc cette catégorie honore un essai, un manifeste, une enquête argumentée, dont l'angle, le ton sont volontairement disruptifs, orientés et assumés comme tels, mais qui interrogent le débat public. Donc pour cette catégorie ont été sélectionnés 3 ouvrages, les 3 finalistes. Dans cet ordre-là. Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance de Timothée Paric aux éditions du Seuil. Le couple et l'argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes. Et l'écologie n'est pas un consensus, dépasser l'indignation de François Gémen aux éditions Fayard. J'appelle à présent à nous rejoindre Tatiana de Franqueville, qui est la remettante, ça se dit, c'est la remettante du prix. Alors moi, j'ai pas le droit au pupitre, apparemment. Bon, d'abord, je suis très heureuse de remettre ce prix pour la catégorie engagée, parce que je suis obligée de dire un mot sur La Tribune avant de parler des lauréats. Parce que La Tribune est un média engagé. Alors, engagé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un média qui est depuis très longtemps engagé pour être plus proche de tous les acteurs de l'économie, qui est plus engagé sur la question des femmes et de la place des femmes dans l'économie. Et je fais un petit hommage à Sophie Bora qui nous accompagne sur ces questions au sein de notre rédaction. Et je voulais te faire honneur, Jean-Christophe Tortora, président de La Tribune, parce que ce média est aussi engagé, parce que tu promeus la diversité, l'inclusion dans tous les jours, au cœur de nos colonnes et de nos événements. Donc c'était pour moi un honneur de remettre ce prix. Et donc, en effet, Catherine, tu as cité ces lauréats, et on a parlé du livre comme instrument de connaissance, comme instrument de liberté, et comme instrument de partage. Le livre que nous avons élu, et après avoir beaucoup discuté entre les membres du jury, on a eu une certaine unanimité, et on a très vite décidé d'élire ce livre parce qu'il nous a surpris. On pensait tout connaître sur le sujet, ou en tout cas, on le voit dans les thèmes, climat et égalité sont les sujets qui préoccupent les Français, les citoyens, le monde. Et donc, très sincèrement, on s'est dit, voilà, c'est une catégorie qui va nous intéresser, on va apprendre des choses, mais on ne pensait pas être surpris. On a été surpris par le contenu de ce livre, le personnage qui nous amène dans son histoire. Il a surpris tous les membres du jury de façon égale. Et donc, ce livre est universel, il nous concerne tous. Ce livre est vraiment un livre que je recommande et qu'il faudra partager et faire connaître. Et j'appelle donc Titu Lecoq pour Le couple et l'argent. Félicitations. Ben, merci beaucoup. C'était magnifique comme introduction. Merci. Bon alors Titu, moi je voulais vous dire, d'abord, je voulais rappeler que vous avez écrit plusieurs livres consacrés au sujet de la femme, sur le plan de l'égalité économique, mais pas que. Vous avez aussi abordé les sujets de la sexualité et autres. Comment est née l'idée de ce 7e livre sur le sujet de l'égalité du couple ? Et ben, bizarrement, je me dis, j'ai écrit sur tous les sujets avec la vague MeToo, tous les sujets qui ont un lien avec le féminisme pendant des années en tant que journaliste. Et en fait, la question de l'argent, j'y suis arrivée en dernier. Et je me dis, ça dit quand même quelque chose du rapport en général des Françaises et des Français à l'économie. Voilà, ce sujet de qu'est-ce qui se passe, on parle tout le temps des foyers. Dans les discours médiatiques, les foyers, ils ont confiance, les foyers ont épargné, les foyers ont moins consommé. Mais l'idée d'aller voir en fait dans les foyers, il y a des transactions économiques. En général, il y a 2 personnes qui n'ont pas le même revenu. Et comment ça se passe dedans? Et en fait, c'est passionnant. Et donc voilà, je me suis mise dedans. Et maintenant, je me dis, mais pourquoi je suis arrivée à ce sujet en dernier? J'aurais dû commencer par là. Alors, ce qui est très intéressant dans votre livre, et parce que j'ai dit qu'il fallait qu'on le lise et qu'on le partage, et je crois qu'il se partage déjà de mère en fille, c'est qu'on voit bien qu'on n'est pas uniquement sur le couple, et que ça démarre très très jeune. Donc ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous interrogez le conditionnement des jeunes filles, le conditionnement des garçons,
et comment tout ça constitue ensuite le couple. Et donc moi j'avais envie de parler, juste de dire un petit mot sur la théorie des pots de yaourt. Voilà, parce que c'est une phrase qui m'a marquée, qui m'a donné envie de découvrir votre livre. Peut-être voilà, réagir à ça. C'est ma théorie des pots de yaourt. C'est l'idée que, en fait, dans le fonctionnement économique des couples, la plupart du temps, même des gens qui sont des journalistes économiques m'ont dit « mais je n'avais jamais pensé à comment je répartis l'argent, moi, dans mon foyer ». Et donc, il y a cette idée que quand il y a un plus petit revenu que l'autre, souvent le plus petit revenu se dit bah, « moi, je vais payer les petites courses parce que j'ai un petit salaire ». Et le gros revenu se dit bah, « moi, gros revenu, je vais payer les grosses dépenses ». Comme si toutes les dépenses se valaient. Bon, en réalité, il y a des dépenses qui valent rien, c'est celles comme manger, et des dépenses qui font du patrimoine. Et ça va être remboursé, le crédit de l'appartement, etc. Et donc, en fait, le petit salaire qui va payer les yaourts, si jamais il y a une séparation, bah, elle repart avec ses yaourts et lui, il repart avec son appartement. Et donc, c'est le genre de choses, on se dit, bah, on a pris des décisions qui, pour nous, sont des décisions d'ordre amoureux. Et en fait, derrière, il y a des intérêts économiques et on en a très peu conscience. Et c'était vraiment l'idée du livre. Voilà, c'était de se dire, regardez, c'est super d'emménager ensemble, c'est super de tomber amoureux, c'est super d'avoir des enfants. Mais en fait, tout ça, derrière, vous prenez des décisions économiques et vous pouvez choisir. Est-ce que vous avez un couple de droite ou de gauche? Est-ce que vous redistribuez les richesses dans votre couple ou que les dépenses? Et en fait, les gens le font sans du tout en avoir conscience. Un dernier point que je trouve très intéressant, c'est que dans votre livre, on pourrait avoir l'impression que c'est un personnage qui va vivre sa vie et on va faire des interprétations. Finalement, votre livre est très étayé. C'était une des remarques qu'on a partagées avec le jury, c'est qu'il y a beaucoup d'appui d'études et de contenu. Pourquoi avez-vous eu cette volonté aussi de pousser cette connaissance autour de l'égalité économique et de la manière dont elle se constitue dans le monde aussi? Alors, j'ai eu de la chance de trouver, en fait, en France, on a plein d'instituts qui font des statistiques. Et en fait, on a une mine d'informations qu'on utilise assez peu, qui est fabuleuse. Et là, du coup, je vais en profiter pour rendre hommage, parce que ce prix, en fait, c'est un peu celui de mon éditrice, Sophie de Sivry, qui vraiment, à chaque fois que j'écrivais un truc, me disait « T'as la source ?» Et oui, Sophie, j'ai la source. Et je lui ai envoyé. Et elle a porté le livre avant même que j'ai écrit un mot, ce qui voilà, est un de ses nombreux talents. Donc ce prix est aussi celui de Sophie. Et donc voilà, elle m'a aussi forcé à avoir cette rigueur absolue de se dire, surtout, je ne suis pas économiste. Donc si j'écris moindre truc un peu faux, donc voilà, on a été très minutieuse. Et en définitive, voilà, ce prix me fait dire, ok, je n'ai pas écrit n'importe quoi, c'est bon. Les spécialistes valident, donc ça me fait doublement plaisir. Félicitations, Tissou. Merci beaucoup. La troisième catégorie de ce prix est la catégorie hybride ou double vie, c'est-à-dire qui récompense un décideur, un dirigeant, un entrepreneur qui s'engage en littérature par l'écriture d'un roman ou d'un récit littéraire, voilà, sans forcément d'ailleurs parler du monde économique ou de l'entreprise, ce n'est pas le sujet. Dans cette catégorie, voilà, sont nommés D'étranges auteurs de Laurent Seyer aux éditions Finitude, Un homme sans titre de Xavier Leclerc aux éditions Gallimard et Un pas de deux de Javier Santiso aux éditions Gallimard. Et pour remettre ce prix, j'appelle Mathieu Souquier, le remettant. Merci Mathieu. Bonsoir à tous, ça marche. Merci à la tribune, je le dis en tant que membre du jury, merci à la tribune en général et merci à Denis Lafay en particulier d'avoir organisé ce prix et de nous avoir fait l'amitié de nous mettre dans le jury. C'est très sympa en fait d'être dans un jury littéraire. Il s'agit de lire des livres et d'être obligé de le faire, alors que la plupart du temps on manque de temps et qu'on n'ose pas le faire ou quand on le fait on culpabilise. Quand vous êtes dans un jury littéraire, au contraire, en pleine journée, vous pouvez tout arrêter et dire « je suis désolé, mais j'ai un livre à lire, en fait, je suis obligé de lire un livre. Je suis obligé de le lire pour la semaine prochaine, donc je n'ai pas le choix. » Et ensuite, vous en parlez avec des gens extrêmement sympathiques. Donc globalement, lire des livres passionnants et ensuite en parler avec des gens sympathiques, c'est un truc qu'on aime tous faire. Et c'est un peu chic en plus au dîner quand vous dites « je suis dans un jury littéraire », etc. Vous ne le dites pas tout de suite, vous le dites en fin de repas, mais c'est toujours un peu chic. Donc si vous pouvez vous faire pistonner et être dans un jury littéraire, n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. Et ça vaut d'autant plus le coup quand il s'agit d'hybrider
ou de mêler le monde de l'économie et le monde des idées, pour une raison très simple. Alors moi, dans mon activité professionnelle, je suis un peu dans le monde de l'entreprise et un peu dans le monde des idées, et j'observe que le monde de l'entreprise manque parfois un peu, non pas d'idées, mais peut-être quand même de collusion avec le monde des idées, et en particulier pour les 5 ou les 10 prochaines années, qui ne seront pas celles d'une transition, mais bien d'une bifurcation. Donc c'est bien en fait d'avoir accès au monde des idées, et j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous le font déjà, mais ça vaut le coup en fait de faire venir des intellos dans les boîtes, et d'écouter ce que les intellos ont à dire pour expliquer ce qui se passe, pour essayer de comprendre ce qui va se passer, et pour d'accompagner ça au mieux. À la cantine à midi, ou même pas à la cantine, sur les heures de travail, faites venir des gens dans l'entreprise qui ont écrit des livres, faites parler de ces livres-là avec vos collaborateurs, ça vaut autant qu'un comité de direction ou un comité de rémunération. Je pense que c'est très important. Et par ailleurs, si le monde de l'entreprise manque parfois ou a besoin sans doute du monde des idées, le monde des idées a besoin de l'argent des entreprises. Parce que les idées aujourd'hui, ça ne rapporte pas beaucoup, alors que pourtant ça compte énormément. Donc ayez-le en tête aussi, c'est bien d'hybrider les deux écosystèmes aussi à cette aune-là. Alors je romps le suspense. Il ne s'agissait pas de sélectionner le livre qui nous avait le plus appris. On n'était pas dans la catégorie essai, on n'était pas dans la catégorie engagé. Il s'agissait de sélectionner le livre qui nous avait le plus touché. Évidemment, c'est très subjectif. Évidemment, on n'était pas tous forcément d'accord au début. Évidemment, comme au Goncourt, on s'est tous un peu empaillés, on a argumenté, on a discuté. Mais à la fin, sans trop se griffer le visage ou se tirer les cheveux, on a réussi à désigner le lauréat de ce soir, qui est donc Xavier Leclerc, et que j'appelle à me rejoindre sur l'estrade. Un homme sans titre. Bravo. C'est chic. Alors, je peux dire d'un mot, donc félicitations. Merci beaucoup. Vraiment bravo pour avoir été y compris dans cette catégorie-là et avoir lu votre livre et ceux des autres plus déçus. Je peux attester du fait que ces personnes qui ont donc tenté le grand saut, qui sont passées du monde de l'entreprise au monde des idées, je ne sais pas ce que valent ces auteurs en fait dans leur job dans l'entreprise, en tant que DRH, en tant que banquier, etc. Peut-être qu'ils sont nuls, je ne sais pas du tout, j'ose pas l'imaginer. En tout cas, en tant qu'auteurs, ils sont vraiment très bons, et en particulier vous. Alors d'abord avec un très beau titre pour ce livre, Un homme sans titre. J'ai trouvé que c'était un très beau titre. C'est un livre court. Pour ceux qui manquent de temps, précipitez-vous dessus aussi parce qu'il est court, qui est une façon de dire j'ai une histoire à vous raconter, mais rassurez-vous, je ne vais pas vous prendre trop de temps. Et c'est par ailleurs une très belle histoire sur le dénuement, sur le déracinement, sur la grande histoire, en l'occurrence celle de la décolonisation et de la reconstruction, qui fait toujours écho à, non pas des petites histoires, mais des histoires individuelles. Les histoires individuelles, même quand elles se vivent dans des conditions modestes, ce ne sont pas de petites vies. Voilà. Et en l'occurrence, il s'agit notamment de votre histoire familiale et de celle de votre père. Oui. Une première question peut-être. En général, quand on se lance en littérature, on commence précisément pour son premier livre, par quelque chose de biographique, d'autobiographique, une sorte de récit familial. Vous, précisément, vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai. Vous avez attendu votre 4e ou 5e livre, je crois, pour enfin parler de votre père, donc j'imagine, et votre histoire familiale. Donc j'imagine un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour partager ça? Eh bien, c'est l'histoire en effet de mon père. En 1939, Albert Camus a 25 ans, il se rend dans les montagnes kabyles et, chiffre à l'appui, il va décrire la misère insondable qui asphyxie la population. Le code forestier colonial à l'époque interdit jusqu'à la collecte du bois dans les forêts ou des glands pour faire de la farine traditionnelle. Et donc les corps sont empilés avec la détresse d'une population qui n'a même pas la force de creuser pour enterrer les siens. Et donc Camus va écrire cette série d'articles qu'il va intituler « Misère de la Kabylie ». Et il décrit à un moment donné des enfants qui se battent pour des restes contre des chiens errants et il se verra répondre « c'est comme ça tous les jours ». Parmi ces enfants, il y avait mon père. Et donc je me suis retrouvé dans l'obligation d'écrire ce livre à la mort de mon père en 2020 et de croiser son histoire, son itinéraire avec ces lettres écrites à un ami 80 ans plus tard, que je découvrais 80 ans plus tard, qui m'ont permis objectivement de comprendre son enfance. C'est un livre en fait sur l'histoire d'un homme qui, enfant, s'est nourri de racines pour survivre. Ensuite, s'est déraciné pour que nous, ses enfants, puissions nous enraciner.
C'est donc l'histoire d'un sacrifice. Et c'est aussi un hommage à la France, tout à fait apaisé. Je ne suis pas du tout dans un discours vindicatif. Je ne dilue pas la réalité coloniale non plus. Mais il s'agit aussi d'être dans l'apaisement. On a Cynthia Fleury qui parle beaucoup du ressentiment avec beaucoup d'intérêt à mes yeux. Et donc l'idée c'était de se détacher de toute forme de ressentiment à l'égard notamment de l'histoire coloniale, et c'était aussi de rendre hommage notamment aux profs à qui je dois beaucoup, puisque mes parents étant analphabètes, venant d'une famille de 9 enfants. Pour moi, aujourd'hui, vous parlez ce soir à l'Hôtel de l'Industrie, avec un appartement à Paris, une maison en Angleterre. Je pense que quelque chose s'est plutôt bien passé du côté de l'École de la République. Et c'est ce livre, en tout cas, l'endroit de cet hommage aux profs, à la littérature, aux libraires, aux bibliothécaires. Chez moi, il n'y avait que des annuaires téléphoniques. Donc ce livre, c'est vraiment l'endroit de l'apaisement. C'est l'endroit des réconciliations des mémoires. Et je pense que si la littérature réussit ça, en ce sens, elle réussit peut-être quelque chose d'intéressant. Vous. J'ai dépassé mon temps, mais je pose quand même une deuxième question. Elle m'intéresse. Vous vous appelez Xavier Leclerc ou vous signez ce livre en tant que Xavier Leclerc? Mais vous avez écrit plusieurs livres avant sous votre nom d'enfance, d'état civil, Hamid Ben Taleb. Et je voulais savoir pourquoi vous aviez changé de nom et si on écrivait différemment avec un nom différent. Oui. Oui, je suis né Hamid Haït Taleb. Leclerc, c'est la traduction littérale de Haït Taleb. Taleb, c'est un clerc. Il me paraissait important de n'être pas une victime. J'ai toujours refusé, à la lumière de l'enseignement de mon père et de son éducation, j'ai refusé notamment la discrimination. J'ai refusé qu'elle prenne prise dans ma vie. Et c'est vrai que je suis entouré ce soir de bien des entrepreneurs. Et j'en profite pour lancer un appel sur ces questions de la discrimination patronymique. Il est inadmissible en 2023 que ce soit encore une réalité aujourd'hui. Que les biais à l'œuvre, que les préjugés à l'œuvre au moment des recrutements et qu'à la rencontre d'un patronyme étranger, cela devienne immédiatement l'enjeu d'une discrimination. Je pense que d'abord, c'est une immense erreur de productivité, mais sur le plan humain, c'est une question simplement de décence. J'ai donc traduit mon nom et à l'image peut-être d'un personnage de roman, finalement, j'ai décidé de prendre le contrôle de ma vie. Je n'ai pas voulu... le changement de nom, c'est aussi un changement de nom NON, c'est-à-dire qu'il était aussi question pour moi de basculer sur qui va dire non à qui, finalement. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Je passe mes journées à dire non à des propositions. Donc, je pense que là aussi, il y a peut-être quelque chose à en retirer. Ce changement de nom est parfois mal compris. Il n'est pas question de reniement, bien au contraire, je passe mon temps à écrire des livres sur l'Algérie et sur mes origines. Je suis très très fier de mes origines, je les partage, je les explicite. Maintenant, je trouve que c'est l'endroit d'un dialogue et vers l'apaisement en tout cas, ça permet en tout cas de mettre en lumière ce que l'on a en commun. Je termine juste en rendant hommage à Jean-Marie Laclaftine qui est parmi nous ce soir, qui est mon éditeur chez Gallimard et à qui je dois beaucoup et sans qui ce livre évidemment n'existerait pas. Encore bravo. Merci beaucoup. Dernière catégorie pour ce prix, la catégorie fiction, qui récompense donc un roman qui aborde des sujets de réalité sociale, économique, qui questionnent le monde actuel. Et ça peut être la technologie, ça peut être l'entreprise, etc. Dans cette catégorie, nous avons donc le roman de Nathan Dever, Les liens artificiels, aux éditions Albin Michel, Le trésorier payeur de Yannick Enel, aux éditions Gallimard, et enfin un premier roman, La poésie des marchés d'Anne-Laure Delay, aux éditions Albin Michel. J'ai l'honneur et le privilège d'être la remettante, donc je ne fais pas monter quelqu'un sur scène. Et le lauréat de cette catégorie toute particulière pour ce prix de la Tribune est Yannick Enel.
Donc il s'agit d'une fiction et donc il y a également une histoire. Donc en somme, c'est l'histoire d'un banquier qui s'appelle Georges Bataille, ça ne s'invente pas, mais qui a été formé initialement à la philosophie. Il est passionné et érudit dans la philosophie. Et puis au fur et à mesure de ses études, il réalise finalement, il arrive au constat que l'économie, disons que l'argent a remplacé Dieu, tout simplement. Et donc, l'économie deviendrait cette sorte de religion universelle qui va tout écraser. Alors, comme il est très, très scrupuleux dans ses recherches, il se dit, la façon de pénétrer l'économie, eh bien, il faut que je devienne banquier. Et pas n'importe où, il faut être plutôt banquier à la Banque de France. Donc voilà le préambule du livre. Et en fait, pour un écrivain, c'est juste risqué, pour ne pas dire autre chose, vertigineux comme sujet. Oh, c'est même fou, je crois. Je tiens d'abord à vous remercier infiniment. Je suis très fier d'être pris au sérieux. Et je dois dire que la manière dont vous êtes passionné, la manière dont vous parlez ce soir de la littérature, ça me change des critiques littéraires. Et je me sens très bien. Et j'aime votre passion pour la pensée, et je la partage. Et je crois que la pensée s'occupe avant tout de l'inconnaissable, de ce qu'on ne connaît pas a priori. Et précisément, je ne connaissais rien à l'économie. Et c'est la crise des subprimes, figurez-vous. Donc à la fin des années 2000, on s'en souvient tous. Je vivais en Italie avec ma femme italienne, et le pays était absolument effondré. D'une part, après les 17 années de règne de Berlusconi, mais également en première ligne par la crise des subprimes. Et je me suis dit que c'était tout à fait absurde de ni rien comprendre et de ne rien vouloir y comprendre. Et c'est vrai qu'il y a assez peu en littérature, du moins dans la littérature française depuis le 19e siècle, il y a assez peu d'écrivains qui se sont risqués, c'est beaucoup dire, mais qui s'y sont intéressés. Et depuis Balzac, il y en a un qui m'intrigue depuis toujours, c'est l'un de mes écrivains préférés avec Robert Musil, je suis heureux que vous l'ayez cité, et Proust, c'est Georges Bataille, qui en 1949 a écrit un livre tout à fait spécial, tout à fait étrange, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui s'appelle La part maudite. Dans La part maudite, qui vient tout de suite après le plan Marshall, Georges Bataille en vient à penser, ça n'est pas une élucubration, il en vient à penser que peut-être le cœur de l'économie, on sort de la Seconde Guerre mondiale, ne relève pas de l'épargne, mais de la dépense, de la prodigalité. Et je me suis retrouvé, la deuxième chose, je me suis retrouvé à travailler précisément sur ces questions de dépenses pour une exposition d'art contemporain à Béthune, et dans le nord de la France, dans les anciennes cités minières. Et j'ai découvert que ça avait lieu, cette exposition, dans l'ancienne succursale de la Banque de France, à Béthune. Et j'ai visité les lieux. J'ai été obsédé tout de suite par une étrange maison qui jouxtait la banque. Il y avait dans cette ancienne banque les guichets en marbre, l'atmosphère fascinante des banques à l'ancienne. Et en demandant à qui appartenait cette maison qui vraiment mangeait la banque. On m'a dit que c'était la maison du trésorier payeur. Je trouvais ça un peu étrange, puis comme vous le savez, dans la banque, il n'y a pas de trésorier payeur, plutôt un caissier principal. Et on m'a dit, vous ne savez pas tout, cet homme a creusé un tunnel entre sa maison et sa banque. Tunnel véridique, je l'ai vu. Et cette idée du tunnel m'a grisé, m'a tout de suite invité. Je me suis souvenu de cette promesse que je m'étais faite en 2007, 2008, 2009, après les subprimes, de m'y intéresser. Et voilà, je suis entré dans ce tunnel et j'ai essayé d'établir un panorama, sans doute très critique, un panorama un peu anarchiste par moments, du néolibéralisme depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai imaginé effectivement quelqu'un qui, par passion pour la pensée, et encore une fois c'est ça qui me frappe ce soir, par passion pour la pensée, va dans des lieux qui ne sont pas pour lui a priori, parce qu'il veut savoir, il veut comprendre, il veut aimer. C'est quelqu'un qui va devenir également banquier, un banquier charitable. Il se trouve qu'à Béthune,
Béthune, dont je vous jure que je n'avais pas entendu pendant 3 ans le mot thune à l'intérieur, dans Béthune. C'est ma femme qui me l'a fait remarquer au bout de 3 années d'écriture. Eh bien, à Béthune, il y a une confrérie extraordinaire, une confrérie des charitables. Il y a beaucoup de carité, comme on dit, de confréries dans le nord de la France. Et j'ai pensé que ces gens qui ont la possibilité d'exercer les œuvres de miséricorde, c'est-à-dire de vêtir ceux qui sont nus, vous savez qu'il y en a 7 ordres spirituels de miséricorde, vêtir ceux qui sont nus, donner à boire à ceux qui ont soif, mais également accompagner les morts. Enfin, j'ai pensé que je me suis demandé ce que ce serait qu'un banquier qui appartiendrait à une confrérie de charité. La Banque de France n'est pas une banque commerciale, comme vous le savez. Et voilà, les choses se sont mises en place comme ça, qui ont répondu à mon désir d'en savoir plus, de comprendre. J'ai lu, je dois dire, ça a été une orgie, comme le dirait Flaubert. J'ai lu des livres sur l'économie pendant 5 ans, des mémoires de banquiers. Tout ça m'a passionné. Et voilà, j'ai bâti cette fantaisie. Encore une fois, je vous remercie de prendre au sérieux cette fantaisie, au sens allemand, au sens freudien du terme, ça veut dire la fiction. Et je pense que la fiction, c'est tout simplement de la pensée. Voilà. Merci. Alors, juste pour terminer, pour ne pas oublier que nous sommes dans une soirée de synergie, de cohésion, de partage, pour faire se côtoyer des mondes qui ne se côtoient pas forcément, j'aimerais vous lire une phrase. Et vous nous direz ensuite, c'est la vôtre, hein. Donc de quoi il s'agit. On ne cesse d'avancer, de reculer, on s'exalte, on se décourage, mais à aucun moment on ne lâche sa vision. Parfois un mur se dresse, on tâtonne le long des pierres, et lorsqu'on trouve une brèche, on s'y rue avec un sentiment de liberté inouïe. Alors maintenant, je voudrais savoir s'il y a des entrepreneurs dans la salle, et normalement il y en a. Est-ce que les entrepreneurs se reconnaissent dans cette phrase? Merci, Sylvain. Et alors, vous avez écrit cette phrase, et vous souvenez-vous dans quelle entreprise il s'agit pour écrire, quel était l'objet de cette phrase? Alors, je pensais être un écrivain pour écrivain, mais je découvre que je suis un écrivain pour entrepreneur. Je suis très heureux. Écoutez, cette phrase, c'est une phrase métaphysique pour moi. Enfin, c'est une phrase qui est travaillée par le désir de briser les obstacles. Je pense qu'elle fait référence à la souterraine, enfin ce qui est en dessous de la Banque de France. Non ? C'est pas mal parce que c'est moi qui l'ai écrite. Mais absolument, je confirme. En fait, vous écrivez cette phrase au sujet de l'auteur, de celui qui écrit un roman, du romancier. Grand entrepreneur, oui, c'est vrai. Entrepreneur occulte. Voilà, merci beaucoup. Alors voilà, Denis, on termine. Merci à vous tous vraiment d'être venus ce soir. On va passer au cocktail de bienvenue pour conclure cette belle soirée. 2 choses simplement. D'abord, juste à côté de moi, à droite, vous avez la possibilité d'acheter les livres de nos 4 lauréats. Et je remercie Frédéric Lapère de la librairie Tome 7, justement. Vous pourrez revivre l'intégralité de cette cérémonie sur latribune.fr dans quelques jours. Et puis j'invite à nous rejoindre sur scène les remettants, les lauréats, les jurés, les partenaires. Pas tous ensemble, mais voilà, on va faire les photos. Et puis je vous invite à aller au cocktail. Merci à tous.
Cynthia, Allez, regardez le... Voilà, allez hop.